8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec Vincent Jeanbrun ce matin. Bonjour Vincent Jeanbrun. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre du Logement. On va parler de tous les sujets d'actualité. Évidemment, je voulais qu'on commence par ce qui s'est passé à Sanary. Les Français, les familles, les parents sont choqués par l'attaque d'une professeure dans un collège de Sanary. L'état de santé de l'enseignante poignardée mardi reste préoccupant. Un élève de 14 ans qui poignarde sa professeure car, je cite cet élève, il a trop de haine. Il a 14 ans. Qu'est-ce que ça dit de notre société, Vincent Jeanbrun ? Ça montre clairement un ensauvagement de cette société et qu'il va falloir avoir en face un choc d'autorité extrêmement fort. Je voudrais avoir évidemment une pensée pour cette enseignante, sa famille, mais pour toutes celles et ceux qui sont victimes dans notre société de ce type d'agression extrêmement violente. Un certain nombre de choses ont été mises en place. On fait des contrôles de sacs, il y a des portiques, tout ça va dans le bon sens, mais on voit bien qu'il faut aller encore plus loin. C'est pour ça d'ailleurs que Gérald Darmanin prépare une réforme. C'était des contrôles de sacs, franchement. Oui, et puis sur la réactivité de la justice, on voit que dans ce cas-là, on est sur un mineur qui probablement est lui-même victime dans son contexte familial. Il y avait des alertes. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir une justice beaucoup plus réactive ? Et je le disais, Gérald Darmanin va proposer un texte pour aller beaucoup plus vite et avoir une justice plus efficace. Et là, on verra si tous ceux qui, comme nous là ce matin, sont en solidarité avec la famille, sont en solidarité avec cette enseignante, seront capables demain dans l'hémicycle d'être au-delà des mots, au-delà de la compatissance, et de dire, nous aussi, on soutient une loi qui va plus loin et plus fort dans la justice. C'est important parce qu'il ne s'agit pas juste de réagir avec compassion quand il y a un drame à la télé. Il faut aussi, dans l'hémicycle, que les forces de gauche puissent dire, OK, on a compris, la justice elle est pas assez efficace dans ce pays, on va lui donner plus de moyens. Donc rendez-vous dans quelques semaines quand on examinera ces textes. Vous connaissez parfaitement le terrain, on vous connaît comme ministre, vous êtes ministre, vous avez été maire également, vous connaissez le terrain. Est-ce qu'il faut sortir les élèves violents du parcours scolaire classique, quitte à nuire aux bons élèves et aux professeurs, ou est-ce qu'il faut les maintenir coûte que coûte à l'école ? Il faut adapter les parcours et ça dépend de ce qu'on appelle violent. Quelqu'un qui a déjà poignardé un enseignant, évidemment, sa place, elle ne va plus être en milieu classique, par définition. Donc, si on peut trouver des parcours qui permettent, avant que les drames arrivent, que des élèves très perturbateurs puissent être repris et ramenés sur le droit chemin, il faut le faire. Maintenant, c'est une organisation à porter et évidemment, il faut le faire avec intelligence. Sur l'autorité, tiens, je voulais vous entendre sur Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui est sur le point de mettre en place une série de mesures de fermeté. Un véritable choc d'autorité pour répondre à différentes problématiques de délinquance en Italie. Présomption de la légitime défense pour les policiers, augmentation importante, très importante des amendes pour le port du couteau. Il faut s'inspirer de ce choc d'autorité de Giorgia Meloni ? En fait, vous savez, c'est plus que s'inspirer de Giorgia Meloni, c'est écouter ce que dit la droite républicaine depuis des mois. Moi, je suis membre de la droite républicaine et le groupe de Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale, ils ont fait exactement ce type de proposition. Présomption de légitime défense pour les policiers, il faut protéger ceux qui nous protègent, et puis effectivement aller plus loin sur un certain nombre de choses. On ne peut que regretter l'ensauvagement de notre société, et en même temps, il faut de fait l'accepter à l'instant T, en faire le bilan, et donc prendre toutes les mesures en réaction avec calme et modération, mais une autorité qui doit être limpide. Il faut que ceux qui imaginent pouvoir jouer avec nos règles et avec nos lois sachent que la sanction, elle sera là, présente et immédiate, et qu'on sera toujours du côté de ceux qui nous protègent, contrairement à la France insoumise, qui voudrait désarmer la police et faire en sorte de laisser libre cours à toutes les folies. La France insoumise qui ne défend pas les policiers, qui dit que la police tue. Comment vous qualifiez leur attitude vis-à-vis des policiers ? Pour moi, elle est abjecte. Vous savez, j'étais dans une circonscription où on avait comme députée Madame Rachel Keke, qui non seulement avait dit que la police tue, mais m'avait dit les yeux dans les yeux que la police tuait les enfants et que ce serait bien que la police tue mes enfants pour que je me rende compte de ce que c'était les violences policières. Donc quand on a en face de vous des personnes qui ont ce logiciel-là... C'est une élue de la République. C'était à ce moment-là une députée. Puis les élections ont fait que j'ai pris ce siège. Mais ça en dit long sur le logiciel. Quand vous avez M. Delogu, député de Marseille, qui donne des coups de pied dans une CPE, une agent de l'éducation nationale, dans le cadre de manifestations lycéennes, c'est extrêmement grave. Et pour le coup, lui, il est toujours élu de la République. Donc on voit bien qu'il a ce choc d'autorité, il va falloir le faire remonter, y compris vis-à-vis des élus de la République. Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, avec nous ce matin sur CNews et Europe 1. Les chiffres de l'immigration, ils n'ont jamais été aussi importants en France l'année dernière, en 2025. Vous êtes ministre du Logement. J'ai une question que je me posais. Quel impact a l'immigration sur le logement ? Quand 400, 500 000 personnes arrivent en France, il faut les loger. Quel est l'impact et où sont logées ces personnes ?
Tout dépend de quelle filière on est en train de parler. Oui. Si vous êtes sur une filière régulière, on est sur le marché du logement classique. Si en revanche vous êtes sur une immigration non régulière, le sujet bien souvent c'est qu'on est des personnes qui sont à la rue, et comme elles sont à la rue ensuite, elles vont intégrer, par exemple quand il y a eu le plan grand froid avec la neige, l'hébergement d'urgence. Et là vous avez sur près de 203 000 places ouvertes pour l'hébergement d'urgence, plus de 60% des personnes qui sont souvent sans droit ni titre. Donc ça pose une question, effectivement. 60% des personnes hébergées dans l'hébergement d'urgence sont des sans-papiers. En moyenne à l'année, on n'est pas loin de ces chiffres-là. D'accord. On n'est pas loin de ces chiffres-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'automaticité du contrôle d'identité dans notre hébergement d'urgence. Donc bien souvent, les travailleurs sociaux et les associations qui font un travail formidable pour mettre à l'abri notamment des femmes victimes de violences, des gens qui sont en souffrance, des enfants qui sont à la rue, et je veux vraiment les saluer, sont dans une logique de contrôle déclaratif. C'est-à-dire qu'au fond, quelqu'un demain a envie de dire « je m'appelle Vincent Jeanbrun », et je viens de je sais pas où, eh ben on va noter dans le logiciel. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on aimerait renforcer, et il me paraît normal quand on héberge des personnes d'avoir leur identité ou de tout faire pour la trouver, la comprendre, et ensuite que l'État soit en capacité de traiter ceux qui seraient déjà en OQTF, ceux qui éventuellement peuvent légitimement demander des papiers, etc. Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, quel est l'impact de l'immigration sur le logement social, sur les HLM? Compliqué de vous donner des chiffres. Tout dépend si on est face à une immigration régulière. Qui travaille avec un salaire modeste. À ce moment-là, on peut évidemment avoir un logement. Vous savez, c'est un débat qu'on a avec le Rassemblement national qui bien souvent nous dit qu'il faudrait que le logement social soit exclusivement pour les Français de naissance. Là-dessus, moi j'ai une différence parce que, pour être honnête, moi je préfère qu'on loge l'infirmière. Moi, à côté de chez moi, il y a plein d'hôpitaux. Gustave Roussy, qui est le fleuron mondial de la cancérologie. Pardon, mais je préfère qu'on puisse loger ceux qui travaillent correctement, plutôt que parfois avoir quelqu'un qui est peut-être français depuis 2 générations, mais qui préfère dealer en bas de l'immeuble. Donc moi je crois à une logique comportementaliste. On aide ceux qui bossent et qui apportent à notre pays, et la solidarité nationale, ça c'est pas une question de nationalité, vous dites, c'est une question de participation à l'effort collectif de ce pays. Vous voyez c'est pas le cas aujourd'hui? Parce qu'on entend beaucoup, il manque de place, il manque des logements sociaux en France. Alors je vous confirme qu'il manque des logements sociaux, c'est pour ça on va peut-être y revenir, mais qu'on a lancé avec le Premier ministre un grand plan pour relancer le logement dans notre pays, avec de la construction de logements privés, de la construction de logements sociaux, de la rénovation de logements sociaux et de la rénovation de logements privés. Ce plan, il vise à avoir 2 millions de logements supplémentaires d'ici 2030, et évidemment, l'idée c'est qu'il y en ait pour tout le monde. Et d'ailleurs, très important, je le dis notamment pour ceux qui sont loin des villes, jusqu'ici, à chaque fois qu'on faisait un dispositif fiscal, on le faisait sur les zones très tendues, il n'y en avait que pour les villes. Là, on s'est battu pour qu'on ait un dispositif qui soit non zoné, c'est-à-dire en gros, partout sur le territoire national, on pourra bénéficier de ce dispositif fiscal si on investit pour du logement. On va revenir sur le logement qui est votre secteur en tant que ministre du Logement. Une dernière question sur l'immigration. Gérald Darmanin dit qu'il faut suspendre l'immigration, faire un moratoire pendant 2-3 ans. Vous êtes pour ou contre? Moi, je suis pour tout ce qui permettra de reprendre la main et de protéger nos frontières intelligemment. C'est une solution. Et vous savez, c'est gagnant-gagnant, parce que quand on accueille aussi mal les gens qui viennent de l'étranger régulièrement, ceux qui sont régulièrement, on n'a pas de quoi être fier. Donc, il y a un moment donné. Moratoire, tout gelé, pas forcément, mais par contre, s'inspirer des grandes démocraties comme le Canada, qui a une immigration choisie, c'est-à-dire qui dit « Ok, vous venez parce que vous allez faire des études, parce que vous allez... avoir un travail qui est utile au pays, c'est gagnant-gagnant, parce qu'on accueillera mieux la personne et c'est utile pour le pays. C'est gagnant également pour les Français. Évidemment. Oui. Évidemment. Avant de parler du logement, on parlait des HLM il y a quelques instants, je pensais aux émeutes. Parce que quand je vous vois, je pense aussi à ce qui s'est passé en 2023. Votre maison, avec à l'intérieur votre femme et vos enfants, a été attaquée pendant les émeutes de 2023. Votre femme avait été blessée en fuyant des émeutiers. Vos enfants étaient à l'intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'Emmanuel Macron a tout fait pour éviter que les émeutes de 2023 ne se reproduisent? Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites, je pense que les bonnes décisions ont été prises pour que ça ne se reproduise pas? Vous savez, moi j'avais fait une sorte de rapport un an après, que j'avais appelé « Réparer les quartiers, rétablir la République ».
Dedans, il y avait un certain nombre de mesures, comme par exemple le fait de renforcer les pouvoirs de la police municipale. Ça n'a toujours pas été mis en place, mais ça a été initié et on espère, avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, pouvoir faire examiner ce texte au Parlement le plus rapidement possible. D'ailleurs, l'examen a commencé au Sénat. Donc ça fait partie des mesures qui ont été entendues et qui vont être mises en place. J'évoquais Gérald Darmanin tout à l'heure, qui met en place un certain nombre de choses et un projet de loi sur la justice qui va être de nature à améliorer les choses. Moi-même, je travaille sur le fait qu'on puisse sécuriser beaucoup plus le parc HLM. C'est beaucoup des quartiers sensibles que sont partis les émeutes en 2023. C'était le cas sur ma commune, avec cette idée aussi qu'on puisse mettre dehors les délinquants. Il y a eu une vraie avancée avec la loi narcotrafic qui fait que quand vous êtes condamné pour trafic de drogue, vous ne bénéficiez plus de la solidarité nationale en termes de logement social. Super, moi je vais étendre ça. Je considère que ce qui est vrai pour la loi narcotrafic doit être vrai pour tous les criminels. Il n'y a pas de raison qu'on dise à une maman qui élève seule son enfant et qui dort dans sa voiture, il n'y a pas de logement social pour toi, et que le logement social reste à une personne qui tabasse ses voisins à coups de batte de baseball, que ce soit en lien ou pas avec le narcotrafic. Donc tout ça, ça va être de nature à améliorer les choses. Mais il y a aussi un défi, c'est celui de ramener les pouvoirs publics dans ces quartiers, avec notamment une école solide. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure du drame à Sanary prouve bien qu'il faut qu'on protège aussi nos enseignants et qu'on soit en capacité de ramener toute l'autorité nécessaire dans les écoles. Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, invité de la grande interview CNews Europe 1. Concernant la politique, cette annonce ce matin, Jérôme Guedj, le socialiste Jérôme Guedj, candidat à la présidentielle sans passer par la primaire, un commentaire ? Je lui souhaite bonne chance. La démocratie, c'est que chacun soit candidat, défende ses idées. Maintenant, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il va falloir que le bloc central qui aujourd'hui soutient le gouvernement soit capable d'avoir une candidature unique. Parce que si chacun part, comme le fait Jérôme Guedj, dans son coin, on risque de terminer dans le canapé à regarder un duel Mélenchon-Bardella, ce qui n'est pas forcément mon souhait. Il faut une primaire pour le bloc central ? En tout cas, il faut une candidature unique. Ça, c'est sûr et certain. Après, il faut un mode de départage qui soit accepté par tous. Probablement que la primaire, c'est le pire système à l'exception de tous les autres. Donc, c'est pas ce qui fait rêver, mais qui, en tout cas, pourrait être un mode de départage. J'ai envie de dire deux choses. La première, il faut savoir ce qu'on défend. Donc, le fond avant le qui, quelle personne pour l'incarner. Et deuxièmement, la capacité de tous ces candidats putatifs à se mettre d'accord. S'ils choisissent une primaire, très bien. S'ils choisissent un autre mode, comme par exemple la dynamique des sondages, du moment qu'ils sont tous d'accord et qu'à la fin on finit qu'un candidat unique, moi ça me va. Mais je pense que c'est la clé absolue. Les LR doivent y participer à cette primaire ? Moi, je pense doivent concourir avec le bloc central ? Je pense que, oui, de toute façon, Bruno Retailleau l'a dit clairement, il n'est pas pour l'union des droites. Il ne veut pas se finir avec Marine Le Pen et ses équipes qui, objectivement, dans le débat budgétaire, ont prouvé qu'ils n'étaient pas spécialement de droite. Donc à partir de là, si on veut pouvoir avoir une chance de se qualifier au second tour, il faut rayonner et rassembler, ça me paraît évident. Vincent Jeanbrun, sur le logement, beaucoup de questions à vous poser. Déjà, sur l'investissement locatif, les Français n'investissent plus dans le locatif à cause de tous les freins qui sont tous très très bien serrés pour les dégoûter. Les normes, le DPE, l'encadrement des loyers, les impôts. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous avez 3 sous de côté et que vous voulez les investir, vous ne les investissez plus dans le logement parce que c'est un parcours du combattant. Est-ce que vous allez desserrer ces freins ? C'est totalement mon intention et c'est pour ça que j'aurais envie de vous corriger en disant pas aujourd'hui les Français investissent plus dans la pierre, hier ils n'investissaient plus dans la pierre. Hier, vraiment hier, parce que l'idée c'est un passé ultra récent. C'est-à-dire que... jusqu'au vote du budget. Parce que dans le vote du budget, on a desserré le premier étau. Le premier étau, c'était le choc, ce que moi j'appelle le choc d'investissement. Il était ces derniers mois plus rentable de garder son argent à la banque que d'investir dans la pierre. Or, pour moi, l'objectif, c'est de loger les Français. Et comme on ne dort pas dans le compte bancaire, il vaut mieux que cet argent il soit à nouveau dans la pierre. Donc on a créé un système fiscal qui va permettre de rentabiliser l'investissement. Et donc je le dis à tous ceux qui nous écoutent, allez vous renseigner. C'est dans le neuf. C'est dans le neuf et dans l'ancien. C'est un nouveau dispositif fiscal qui n'est pas zoné, donc c'est partout sur le territoire national. Vous investissez dans un bien. Il y a un taux d'amortissement, je ne rentre pas dans le détail, mais tous les professionnels sauront accompagner les investisseurs, qui permet ensuite d'avoir une rentabilité parce que vous ne payez pas d'impôt sur votre plus-value en termes de logement. Oui. Et en plus, s'il y a un déficit, ça s'applique sur vos impôts globaux. Ça, c'est vraiment le système le plus avantageux qui a été pensé en matière d'investissement dans le logement depuis très très longtemps, voire peut-être c'est la première fois que c'est aussi généreux. Donc ça, c'est le premier choc, très important. Deuxième choc, vous en avez parlé, c'est le choc de simplification. On n'en peut plus des normes, maintenant ça suffit. On est, en termes de construction, les mieux-disants du monde.
personne ne construit aussi bien que nous en matière de sécurité, d'environnement, Et qu'on se rajoute normes. des boulets et des boulets et des boulets. Donc après, maintenant, on se demande, mais pourquoi on ne construit plus? Maintenant, il faut faire une pause, ça suffit. On arrête de rajouter des normes sur des normes. Moi, je ne serai pas un ministre des normes. Je pense que c'est déjà extraordinaire ce qu'on produit. Ça, c'est important de le dire. Et puis, il y a la simplification dans la capacité à sortir les logements de terre. Moi, j'ai été maire, j'ai vu la difficulté qu'il y avait à porter des projets. Donc, je le dis aux collègues maires à la veille des municipales, je me bats pour qu'on ait un tel choc de simplification. C'est ce que j'appelle les Jeux Olympiques du logement, parce que pour les JO, on a su faire vite et bien. Que demain, un maire qui promet à la veille de l'élection un projet puisse le réaliser dans son mandat. Aujourd'hui, il faut au minimum 10 ans, parfois 12, c'est-à-dire 2 mandats de maire pour réaliser un projet. Donc il y a des choses qui devraient arriver très rapidement dans la loi pour donner vie à ce choc de simplification. Et puis derrière, il y a un enjeu aussi, vous l'avez dit, autour du DPE, avec l'idée de garder une ambition écologique, mais de desserrer tout ce qui nous enchaîne. Et là-dessus, je pousse une proposition de loi de la sénatrice Amel Gacquerre, qui a déjà été votée au Sénat, il faut maintenant qu'elle soit votée à l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse dire aux gens, OK, il faut faire des travaux, parce que ça sert à rien de conserver dans ce pays des passoires thermiques. Par contre, on va vous donner du temps pour le faire. Dit autrement, les logements qui devaient sortir du droit à la location, en gros, si vous vous engagez à faire les travaux, il y a 3 ans, 5 ans de plus pour les faire, de manière à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi en matière de logement. Vincent Jeanbrun, une annonce. Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' a été suspendu dans l'attente de l'adoption du budget. Il est relancé cette année? Écoutez, j'avais dit très clairement, à votre micro d'ailleurs, que s'il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de guichet MaPrimeRénov'. Ouais. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, il y a un budget. Donc, dès la promulgation de la loi, ce qui va arriver dans quelques jours, réouverture complète de MaPrimeRénov'. C'est, je crois, très attendu par nos concitoyens et par les professionnels du secteur. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ce budget a plein de bonnes nouvelles en réalité. On va peut-être en parler, mais ça fait partie des bonnes nouvelles. L'encadrement des loyers à Paris et ailleurs, ça fait débat. La FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, estime qu'il n'y a pas pire invention pour dégoûter les investisseurs immobiliers. Quelle est votre position sur l'encadrement des loyers? D'abord, j'ai demandé un rapport objectif pour qu'on ait la vérité des chiffres. Est-ce que oui ou non, ça gèle la production? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours eu comme principe de ne pas être dogmatique et de faire confiance aux maires. Vous avez des maires partout dans le territoire national qui parfois ont besoin d'outils pour réguler les loyers. Je pense notamment à tous les frontaliers par rapport à la Suisse. Donc j'attends la réalité de ce rapport et puis on verra. Et ensuite, à titre personnel, moi j'ai été maire, on n'a jamais fait l'encadrement des loyers. À titre personnel, c'est pas du tout ma conviction. Ouais. Sur les HLM, je voulais y revenir. Votre projet de loi prévoit de donner aux maires un rôle accru dans l'attribution. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Le projet de loi qu'on va présenter dans les prochaines semaines permettra de donner beaucoup de pouvoir aux maires dans l'attribution des logements sociaux, avec 2 volets. D'abord, la liste, le vivier dans lequel ensuite les commissions d'attribution viennent piocher, c'est très important. Et le deuxième point, et pour moi c'est capital, on parlait de sécurité tout à l'heure, c'est un droit de veto. Moi j'ai vu une famille qui posait des problèmes, je n'ose même pas vous donner le CV, le curriculum. Le maire peut dire non, je ne veux pas que cette famille ait un logement HLM. Parce que, mais alors ça veut dire que cette famille il doit être justifié. Mais ça veut dire que cette famille ira dans la ville d'à côté? Écoutez, ou alors on l'exclut du système HLM. On dit vous n'êtes pas digne de bénéficier de la solidarité nationale. Je vous disais tout à l'heure que quand on est sur une condamnation criminelle, moi je veux les exclure complètement du monde HLM. Oui. Pas de solidarité nationale pour les criminels et délinquants. Ça, c'est une chose que je défends. Et ensuite, vous avez des familles, moi j'en ai connu, qui pourrissaient la vie de tout le monde sans aller jusqu'à être criminels, qui ont fini par être expulsés. Et surprise, ils ont été réinstallés dans l'immeuble d'en face, 2 rues plus loin. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc le maire doit pouvoir, sur justification, et donc justification liée à des troubles à l'ordre public, dire là, c'est pas possible. Donc ça fait partie des choses qui vont nous permettre, je crois, de défendre une bonne fois pour toutes notre sécurité dans les quartiers. Vincent Jeanbrun était l'invité de la grande interview CNews Europe 1 de ce matin. Merci à vous Vincent Jeanbrun, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews et sur Europe. Bonne journée à vous, à bientôt. Merci, à bientôt.